supervision des parents est suggérée. Le 1er septembre 1995, après le souper, Reine Lausière a quitté les siens pour aller faire des courses dans un centre commercial voisin. Elle n'est pas rentrée à la maison. Le lendemain matin, ses deux beaux-frères partis à sa recherche retrouvent la fourgonnette de la disparue. Je défonce la vitre passager côté droit. Parce que je veux pas toucher au véhicule, puis je veux pas l'ouvrir, je veux rien. Là, ça fait un méchant vacarme, me rend la tête. Là, je vois entre le siège passager puis le côté du véhicule, à peu près ça, de la tête de ma belle-sœur. Là, Fernand me crie. Il dit, on l'a retrouvé, on l'a retrouvé. Là, je lui demande, j'ai dit, as-tu eu une crise cardiaque? Il me répond, non, mais il dit, je peux pas t'en dire plus. Là, le déclic, ça. Elle n'a pas eu de crise cardiaque, donc, qui est arrivé, elle a été violente. Sur le moment, on réalise, mais on réalise pas ce qui se passe. Ça a beau faire 15 ans. Je dis toujours que j'ai pas vraiment de difficulté à en parler, sauf que ça fait toujours quelque chose de le raconter. Oui, on travaillait professionnellement, mais on n'a pas l'émotion qu'on peut avoir dans un dossier comme Reine Lausière. Je veux dire, une femme de 46 ans, professeure d'école, qui n'a fait que du bien dans sa vie, qui a élevé 2 grandes filles, puis que tout va bien. À un moment donné, une personne comme ça est ligotée, est attachée, est séquestrée, est poignardée. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est comme le meurtre d'un enfant. Reine Lausière, 46 ans, enseigne à l'école Victor-Lavigne dans l'arrondissement montréalais de Saint-Léonard. Mariée et mère de 2 adolescentes, elle mène une vie sans histoire. Bon, Reine Lausière, c'était un petit bout de femme qui, je dirais, là, grosso modo, le meilleur caractère au monde. C'est un caractère, aucune violence dans cette femme-là. Le 1er septembre 1995, on est en pleine rentrée scolaire. Revenue du travail, Reine s'occupe de faire manger les siens, fait sa toilette, puis s'apprête à se rendre au centre commercial L'Angelier, situé tout près de chez elle dans le quartier Montréal-Nord. Elle compte y faire quelques achats. Reine, vers les 19 ans, elle décide d'aller faire des petits achats, magasiner. Et Pierre, son mari, il a décliné l'offre de l'accompagner. Et ses 2 filles déclinent elles aussi l'offre. Et Reine prend le véhicule familial. C'était une Dodge Caravan blanche, le modèle 1990. C'était une femme ultra prudente. Alors, elle n'allait, je dirais, 9 fois sur 10, elle n'allait jamais magasiner seule. Le soir, c'était automatique. C'est où je l'accompagnais à magasiner, ou mes filles l'accompagnaient. Vers 21h à la maison, vous avez le mari, naturellement Pierre, qui s'inquiète. Puis il y a sa fille Pascal qui est là aussi. Moi, je commence à fatiguer aussi. Parce que c'était pas son habitude. Elle n'arrivait jamais tard. Jamais. C'était jamais. Alors, 10h, 10h15, 10h30, là, wow. Là, je sors dehors, puis je vais faire les 100 pas. Pascal me dit, elle dit, je viens d'appeler la police. Là, dans ma tête, moi, je suis dit, c'est moi qui aurais dû faire ça. Mais pour moi, la police, là, c'était le dernier recours. Ça voulait dire que j'abdiquais. Ça veut dire que j'admettais qu'il est arrivé quelque chose. La police est appelée et ce n'est que vers 2 h du matin qu'il y a une autopatrouille qui se rend au domicile, naturellement, à Dépagé. Au pire, ce qui est arrivé, c'est que Paul a une crise cardiaque. Son frère avait une crise cardiaque quelques mois, 2-3 mois avant. Quand un adulte est porté manquant par des proches, la police a tendance à attendre 24 heures avant de rendre la disparition officielle, au cas où il ne s'agirait que d'une fugue. Pierre se rend chez sa sœur, Juliette, qui demeure de billet de chez lui, puis qui commence à lui raconter que Reine n'est pas rentrée coucher. Puis là, Juliette a dit, bon, on va appeler Claude. Claude, naturellement, c'est le frère de Pierre, qui est policier à la Sûreté du Québec, policier patrouilleur à la Sûreté du Québec, dans la région de Joliette. Fait que là, j'ai dit à ma femme, ouais,
dis-moi, m'a monté là. Il m'a fait l'enquête, puis m'a trouvé. Claude Pagé arrive bientôt et, accompagné de son beau-frère Fernand de Bellefeuille, part en chasse à son tour. 2 heures plus tard, il aperçoit la fourgonnette de Rennes stationnée derrière le Walmart du centre Langelier. Je rapproche au véhicule, puis sans être touché, je regarde, puis je vois que c'est un genou, le genou droit qui est plié. Je défonce la vitre passager côté droit. Parce que je veux pas toucher au véhicule, puis je veux pas l'ouvrir, je veux rien. Puis là, ça fait un méchant vacarme, me rend la tête. Puis là, je vois entre le siège passager puis le côté du véhicule, à peu près ça, de la tête de ma belle-sœur. Il y a plusieurs affaires qui se passent dans la tête. Premièrement, ça me tente d'ouvrir la porte et aller mettre la main sur la tête. Pour lui dire que je t'ai retrouvé. Ça a été la première réaction. Puis après ça, moi, je venais comme beau-frère, puis des bouts de policiers. Là, quand j'étais comme beau-frère, vous allez y toucher. La preuve, quand mon beau-frère descendait avec la vanne, la première chose, quand j'ai dit, hey, là, il voulait y toucher. Il a fallu que je le pogne, puis je le tasse. Moi aussi, je voulais y aller. C'est elle qui est là. Elle est morte. C'est un meurtre, ça, c'est sûr, là. Elle n'est pas morte là, suiciée. Puis elle est accouchée sur le dos. Entre les 2 sièges, là, sur le dos, avec la bosse du véhicule sur le dos, complètement. Ben, un genou plié, c'est tout. Ben, j'ai dit à mon beau-frère, va-t'en aviser la police qui vienne ici. On a la vanne de mon frère. Le samedi après-midi, vers les 13 heures, le téléavertisseur de l'enquêteur Denis Renault sonne. Il est dépêché au centre commercial Langelier, là où on a trouvé le corps de Rennes-Lausière. Sur la scène du crime, Denis Renault va procéder aux premières constatations. Nous, quand on arrive sur ce genre de scène-là, bon, il y a des périmètres de fait par nos patrouilleurs. Le médecin était déjà venu constater le décès sans déplacer le corps. Quand on est arrivé, à ce moment-là, on a débuté la scène par, naturellement, le véhicule. La scène, pour nous, étant le véhicule et les environs immédiats. J'ai envoyé M. Bellefeuille avec une autopatrouille, avec 2 policiers d'autopatrouille. J'ai demandé à ces policiers-là, avec M. Bellefeuille, d'aller faire l'annonce officielle du décès. Vers 4 heures, à peu près, là, je vois mon beau-frère Fernand avec un policier. Là, je lui demande, j'ai dit, as-tu eu une crise cardiaque? Il me répond, non, mais il dit, je peux pas t'en dire plus. Là, le déclic se fait. Elle n'a pas eu de crise cardiaque, donc, qui est arrivé, elle a été violentée. Lorsque je suis revenue à la maison, c'est sûr que c'était atroce, là. Je me rappelle que tout de suite, je suis débarquée de l'auto, puis mon père était là avec ma sœur. Tout le monde pleurait. C'est un peu surréel, en fait, de vivre ça, là. C'est, sur le moment, on réalise, mais on réalise pas ce qui se passe. Lâché. J'ai fait ma crise un peu dans la maison. Ah, là, j'étais en pétant. Là, j'étais en sacrifice. C'est un petit bout de femme, ça. C'est un prestige, ça. Mettons que... Cette petite période-là, elle était dure à passer. Fait que là, on rentre dans la maison, tu vois. Là, Evelyne arrive aussi. Puis là, Pascal me dit... Elle sera pas là pour mes 18 ans.
c'est mon père qui m'a dit que, bon, ta mère s'est fait tuer. Bon, je pense qu'il voulait pas non plus jouer aux devinettes, là. Je pense qu'il fallait quand même me dire les vraies choses. Rapidement, à la scène de crime, bon, elle nous révèle qu'il y a eu vol. Parce que, bon, la bourse de Reine et son porte-monnaie qui était dans la bourse, naturellement, n'est plus là. Les clés de la camionnette, de la vanne, n'y sont plus non plus. Donc, bon, on sait qu'il y a eu vol. Vol de sa bourse, vol des clés du camion. À première vue, il ne semble pas que Reine ait été victime d'un viol. Lorsque l'autopsie a été pratiquée quelques jours plus tard, il n'y avait eu aucune agression sexuelle sur Reine. Donc, naturellement, ses vêtements étaient bien en place, tout ça, donc on ne peut pas penser qu'il y a eu une agression sexuelle. Donc, est-ce que le vol reste encore immobile? Oui, mais dans une enquête de crime majeur comme ça, il y a toujours plus qu'une hypothèse, puis on doit en prioriser, travailler les plus importantes, toujours en ne négligeant pas les autres aussi. Le porte-monnaie de la victime contenait environ 100 $. Les médias signalent qu'à première vue, le vol semble être le mobile du crime. Cette hypothèse n'allait pas résister longtemps à l'examen. Dimanche, à Canal D. Fantôme chez les stars. Légendes urbaines. Et vous Spécialement marqué. Choisir. pensez menotté ligoté 15. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le 1er septembre 1995, Reine Lausière a quitté les siens pour aller faire des courses dans un centre commercial voisin. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Le lendemain, on a retrouvé dans sa fourgonnette son corps percé de coups de couteau. Elle a été menottée et ligotée, mais n'a pas été victime d'une agression sexuelle. Son sac à main a été volé. Dès les premiers jours de l'enquête, Denis Renaud rejette l'hypothèse du vol comme mobile du crime. Pourquoi avoir une arme blanche sur vous, avoir des menottes sur vous, avoir un fil de téléphone dans le but d'attacher votre victime en plus, tout ça pour faire un vol? Non, ça tient pas, là. D'ailleurs, il n'y a jamais eu un retrait de fait avec les cartes de crédit de Reine. Les cartes d'assurance maladie ou autre chose n'ont jamais été utilisées. Donc, l'hypothèse du vol, elle tient pas. Ce que tout enquêteur ne manque pas de faire dans un premier temps, c'est de jeter un coup d'œil du côté des suspects de circonstance. Le premier suspect, c'est moi, bien sûr. Mais mon frère Claude, c'est lui qui l'a trouvé. Il habite à Joliette. Lui vient à Montréal, puis c'est lui qui trouve ma femme. Pour les autres policiers, c'est sûr que... Il dit... Les policiers m'ont regardé sur la scène du crime, là. Et il dit, sur leurs yeux avaient été des pistolets, je me faisais tirer. Là, ils ont dit, tu t'en vas au poste. Puis là, ils ont dit, écoute-moi bien, non, mais moi, il dit, es-tu prêt à écrire ce que t'as fait depuis un matin? Pas de problème. Mais pas un câble, je voyais bien que... Quand ils finissent ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu veux relire ta déclaration? J'ai dit non. Est-ce que tu es prêt à la signer? J'ai dit oui. Tu vas signer ça? Oui. Là, ils ont dit... il y a des enquêteurs qui sont venus me voir. Je me rappelle seulement pas qui. J'étais un petit peu dans les vapes. Ils ont dit, on va t'emmener chez ton... Où tu veux? J'ai dit, moi, je veux retourner chez mon frère. Il a besoin d'être à côté. Mais ils ont dit, après, m'en va Joliette. Promène-toi pas partout. On veut savoir où est-ce que t'es. Ils m'ont conduit directement chez mon frère. Et là, mon frère, ça s'est sauté dans les bras. Il dit, tu m'as fait un beau cadeau. Claude, qui était policier, avait un alibi très plausible et très vérifiable. Donc, tout de suite, ça s'est fait dès le début de l'enquête. Fait que là, ils sont allés plus loin que ça. Là, ils ont dit, à cette heure, hier,
Non, t'as écrit aujourd'hui. Hier, ce que t'as fait. Sur le coup, là, ça fait curieux de se poser ces questions-là, mais ça donnait bien. J'étais allé à un tournoi de balle de policiers de la SQ avec mon petit boss. Mais après, là, quand ça a été décortiqué, ma déclaration, là, j'ai senti la pression baisser. Puis il m'a donné la main, c'était la première fois. Et tu sais, correct. En voulant dire, là, écoute, t'es hors... T'es hors contact. T'es pas le suspect. Monsieur Renaud me dit 85 des crimes sont commis par des proches, souvent même proches immédiats. Là. Fait que je suis dit, c'est sûr que... Donc, je me sentais ciblé, puis je m'attendais à être ciblé. Il a fallu aussi travailler le côté de l'alibi que Pierre avait à ce moment-là, il a passé une soirée, qu'il a passé la soirée avec sa fille, mais il avait quitté 15-20 minutes durant la soirée pour aller à la Caisse populaire, Sainte-Colette, je crois, aller faire mettre son livre de banque. Donc, il fallait éliminer, ces choses-là, pas mal au début de l'enquête, là, pour arriver, naturellement, aux funérailles qui se sont produites la fin de semaine suivante. Il y avait tellement de monde aussi à ces funérailles-là, c'était incroyable. C'était un témoignage d'amour pour ma mère, mais en même temps, c'était dur de vivre là, ici maintenant. Donc, je pense qu'on a essayé de le vivre le mieux possible. Mais on pouvait pas complètement faire fi de ce qu'il y avait autour. Cette triste étape franchie, chez les Pagé, on tente tant bien que mal de se faire à l'absence de la disparue. On fait face à la réalité seulement le lendemain matin quand on se réveille. Ça va paraître très banal, hein? Mais quand on perd quelqu'un, c'est dans le quotidien qu'on le vit, je trouve. Puis je me rappelle que le premier matin où je me suis réveillée, j'ai pas senti l'odeur de café que ma mère faisait tous les matins. Du côté des enquêteurs, il faut aussi tenir bon. Les pistes à explorer n'allaient pas manquer. C'est sûr que c'est un dossier que j'ai pris à cœur immédiatement de par la nature du dossier, de par la nature de la victime. Et écoutez, en 1995, aux homicides à Montréal, on enquêtait environ 60-65 meurtres par année. À l'époque, on était en pleine guerre des motards. L'ouvrage, il y en avait, c'était énorme. Et moi, j'ai demandé à mon patron, Jean-François Martin, mon chargé d'enquête, j'ai dit, écoute, Jean-François, si c'est possible, là, j'aimerais ça, moi, me consacrer là, plusieurs semaines, ne serait-ce même plusieurs mois, entièrement à cette enquête-là, pour essayer de la faire évoluer le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'il a fait. Une fois qu'il a écarté les suspects de circonstance, Denis Renaud doit reconstituer les derniers moments de Reine-Lausière et tenter de trouver l'arme du crime, ce qui allait s'avérer une tâche ardue. Thomas Dubé avait très envie d'un hot dog. Il en voyait partout où il allait. Mais ses parents tenaient à éviter les ajouts d'agents de conservation, ce qui l'empêchait de goûter au hot dog. Alors, j'ai préparé pour Thomas une saucisse à hot dog sans agent de conservation artificiel et rien que des ingrédients au nom que ses parents peuvent prononcer. Au lieu de rêver au hot dog, Thomas peut en manger un. Les saucisses fumées, bacon, jambon et charcuterie Natural Selections. De nouveaux produits Maple Leaf, votre boucher. Contour USB, l'indicateur de glycémie novateur de Bayer, peut simplifier la gestion du diabète. Ses fonctions simples à utiliser et les données détaillées obtenues vous permettent de suivre vos tendances. Contour USB fait partie de la même famille que Contour, l'indicateur le plus recommandé par les pharmaciens. Le goût légendaire de la barre Mars. Mordez dans le riche chocolat au lait de la barre Mars et découvrez son caramel crémeux et son nougat moelleux. Vivez l'expérience de la barre Mars. Le goût légendaire de la barre Mars. Mordez dans le riche chocolat au lait de la barre Mars et découvrez son caramel crémeux et son nougat moelleux. Vivez l'expérience de la barre Mars. Et pour le mariage,
Je vous réserve une voiture de ma collection. Merci. Ce sera pas nécessaire. Vous pouvez être fier de votre Chevrolet. Surtout quand vous profitez du prix des employés. En ce moment, payez le même prix que les employés GM sur toute notre gamme de véhicules. Du plus éco-énergétique au plus puissant de tous. Hâtez-vous, l'événement se termine le 31 août. Chevrolet est fier de l'être. Je me suis rendu compte que vivre pleinement sa vie, ça commence à l'intérieur de soi. Les fibres naturelles de son de blé des All Brown aident à faire en sorte que je me sente bien. J'ai le cœur à la bonne place. Je me nourris des bons moments de la vie. Je me sens bien à l'intérieur. Je mords dans la vie, c'est comme ça que je vis le bonheur. Se sentir bien à l'extérieur, ça commence quand on se sent bien à l'intérieur. Alors commencez chaque journée avec les céréales All Bran de Kellogg. All Bran a bien. Au Québec, Harley Davidson, c'est carrier. Un quartier. Une journée. Oh mon Dieu, je rêve que je vais être millionnaire un jour. Et 16 cinéastes pour en témoigner. À Saint-Henri le 26 août, dimanche 19h, à DocuD. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Au début de septembre 1995, on a retrouvé dans un centre commercial montréalais la fourgonnette de Reine Lausière dans laquelle elle gît morte, son corps percé de coups de couteau. Elle a été menottée et ligotée, mais n'a pas été victime d'une agression sexuelle. L'enquêteur Denis Renaud s'est d'abord chargé d'éliminer les premiers suspects, soit les proches de Reine. Il lui faut maintenant se retrousser les manches. Pour moi, j'ai appelé ça l'automne Reine-Lausière en 95. Là. Écoutez, de septembre à décembre, je me suis consacré au dossier à peu près tous les jours. La tâche à laquelle Denis Renaud doit s'atteler est de reconstituer les allées et venues de la victime, situer le mieux possible l'heure et l'endroit où elle a été kidnappée et tenter de reconstituer ses derniers moments. Dans un premier temps, grâce à des témoins, on est en mesure d'établir que vers 21h, Reine Lausière est passée au magasin Bureau en gros. On espère tout le temps que quelqu'un va se décider qu'il a vu quelque chose. Il n'y a rien qui se fait incognito. Il y a toujours un témoin à quelque part, ça c'est sûr, sûr, sûr. Un centre d'achat de même, il y a eu quelqu'un qui a vu quelque chose. Ça, c'est indéniable. Ce qui est ressorti, c'est qu'au Bureau en gros, on a pu localiser 15 clients-clientes qui étaient à peu près en même temps que Reine Lausière, dans les dernières minutes avant la fermeture. Et il y a des clientes qui m'ont dit qu'elles ne s'étaient pas senties en sécurité lorsqu'elles ont quitté le Bureau en gros. Alors, ce qui me fait dire, ou ce qui me fait émettre l'hypothèse, que là où les agresseurs étaient vraiment privilégiés dans ce sens-là, qu'il faisait vraiment noir, et que Reine a stationné au même endroit que tous les autres, donc dans un secteur qui faisait noir. On sait que les lumières de stationnement étaient défectueuses ce soir-là. Donc, je suis certaine que je peux m'imaginer, en tout cas, que lorsque ma mère est sortie du magasin, elle a sûrement hésité avant de se rendre à son auto. Ma mère était très prudente. Et probablement même que, bon, elle a eu une certaine crainte. Puis, ben, elle s'y est rendue avec les conséquences qu'on connaît, là. Et nous n'avons trouvé que quelques témoins qui sont devenus importants pour nous, dont une jeune dame d'environ 40 ans, une Asiatique, qui était avec son enfant
et le copain de son garçon qui avait le même âge à peu près. Quand, subitement, une vanne blanche aurait passé près d'eux en vitesse. D'ailleurs, ils ne peuvent pas nous dire qui conduisait, le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur du véhicule. Comme je vous dis, il faisait noir. En plus, les vitres étaient teintées. Puis lorsque je me suis questionnée, justement, comment était ma mère, j'ai comme réalisé que c'était comme une parfaite victime en même temps. Une petite dame de 4 pieds 10 dans un stationnement, pas d'éclairage, fragile, pas grande, je sais pas. Pour moi, ça fait comme, ben oui, ça a été la parfaite victime pour quelqu'un de l'âge qui cherchait quelqu'un ce soir-là. Ben, c'est ça. Reine monte à bord de sa fourgonnette. Son agresseur se précipite, la menace d'un couteau et la pousse à l'arrière. Il monte à son tour et lui passe les menottes. Il prend le volant, il ne peut pas rester là. La panique, l'excitation du moment, l'adrénaline. Il sort du stationnement et aboutit rue Jean Talon. Il fait le tour du quadrilatère. Il lui faut retourner au centre commercial, sa voiture est là. Il stationne dans un recoin à l'abri des regards. Que s'est-il passé ensuite? Reine, qui n'était pas bâillonnée, s'est peut-être mise à crier. Son agresseur a pris panique et l'a poignardé à plusieurs reprises. La scène du crime semble démontrer qu'il y a eu une panique de la part de l'assassin. Il y a eu un événement de panique parce que, je sais pas si on a le droit de le dire, mais elle a eu 12 coups de couteau dans le dos. C'est pas rien. Mais il a tout maquillé son crime par la suite. Mais je sais que, comme biologiste, la période où elle a été martyrisée, c'est la période de l'enlèvement, jusqu'au premier coup de couteau. Ça a été une période de martyre pour elle. Alors, à ce moment-là, moi, je pensais qu'elle s'était débattue, tout ça. Mais plus tard, M. Renaud me dira bien poliment, bien gentiment. Il dit, vous savez, M. Pagé, il dit, la peur, ça vide son énergie. On vide notre énergie actuelle. Là, j'ai compris qu'elle ne s'était pas débattue, elle avait eu peur. Et c'est la période de martyre. Parce que dès le premier coup de couteau, l'organisme est bien fait. Paf! L'endorphine, c'est fini. Elle perd connaissance, puis... Alors, elle ne sent plus rien. C'est fini. Si Denis Renaud et ses collègues ont une bonne idée des circonstances du drame, il manque encore des pièces au puzzle. Ils mettent bientôt la main sur 2 employés d'une salle de bingo. Puis ces 2 employés-là, qui étaient 2 jeunes d'environ 25-30 ans, eux, vers 22h30, se dirigeaient pour aller faire le ménage après le bingo. Et ils ont emprunté la ruelle derrière le centre d'achat. Ils ont bien vu, ils décrivent la vanne stationnée exactement comme elle était. Donc, on peut penser que le véhicule, avec la victime, est bel et bien stationné à 22h30. J'ai fait le tour de la scène, j'ai regardé, peut-être le gars, il voulait mettre le corps dans le conteneur. J'ai regardé, puis il était fermé, puis il était à côté, il ne pouvait pas mettre le corps là. À cette heure, est-ce qu'il cherchait à cet endroit quelque chose pour dissimuler, pour cacher ou s'essuyer ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Après ça, j'en ai déduit qu'il avait parqué là parce que son véhicule ne va pas être loin. Quelqu'un d'autre aurait-il vu quelque chose qui pourrait informer les enquêteurs? Ceux-ci ne manqueront pas de se mettre en chasse de témoins potentiels. Des centaines de Montréalais seront ainsi contactés. Il y avait vraiment des commerces qui m'intéressaient tout autour, des commerces qui étaient ouverts la nuit, par exemple. Vous avez le Canadian Tire, il y a toujours des employés qui font naturellement le ménage la nuit, au Walmart.
Le bureau en gros, tous les employés ont été faits. Il y avait un Super C pas loin. Il y a plein de commerces alentours. Et on a mis la main sur des listes de personnes, des listes d'employés qu'on a contactés, certains rencontrés, qu'on a évalués pour essayer d'aller chercher, naturellement, des témoins potentiels. Je vous dis, c'est un travail de moine qu'on a fait qui s'est échelonné sur plusieurs semaines. La question que tout enquêteur se pose dès les premiers moments de toute enquête. La victime était-elle du genre à se faire des ennemis mortels? Dans les premières semaines de l'enquête, on cherchait à connaître mieux Reine, puis on cherchait à connaître, y a-t-il quelqu'un qui en veut à Reine-Lausière? Qui que ce soit, dans l'entourage ou à son travail, dans ses amis. Et là, à un moment donné, il y a un nom qui est sorti. C'est-à-dire que Reine-Lausière avait naturellement enseigné au primaire et avait recommandé qu'un élève redouble de classe l'année précédente. Et les parents de cet élève-là n'avaient pas accepté ce reclassement-là. Et ils avaient fait beaucoup de bruit. Il avait été jusqu'au président de la commission scolaire et il avait fait des menaces un peu voilées à Reine. Ça se passera pas demain, tu vas entendre parler de moi, puis tu vas voir, tu vas en entendre parler, puis bon. C'est sûr que on s'est présenté chez ces gens-là, on leur a expliqué, on a fait enquête, les alibis, bien ainsi de suite, sont avérés pas du tout impliqués dans ce dossier-là, mais c'est pour vous dire que c'est le seul cas ou la seule personne qu'on a pu trouver qui aurait pu en vouloir à Reine-Lausière. Pendant ce temps, chez les Pagés, on tente tant bien que mal de s'accommoder de la disparition de Reine. En même temps, on avait la satisfaction de savoir qu'il y avait une enquête, puis que bon, on sentait vraiment qu'il y a vraiment des efforts qui allaient être mis pour tenter de trouver qui avait fait ça à notre mère. Ça, c'est certain. Donc, on s'est sentis soutenus, mais en même temps, je trouve que ça rajoute beaucoup à la charge qu'on avait à vivre à l'époque. Ce sur quoi Denis Renault voudrait bien mettre la main, ce sont bien sûr l'arme du crime, le sac à main de la victime et son trousseau de clés. L'assassin y aurait-il peut-être laissé des empreintes ou une trace de son ADN? J'ai dit à mon boss, j'ai dit à Jean-François, les toits, c'est important. Moi, je suis là, j'ai une sacoche, j'ai un couteau, je veux m'en débarrasser. Ça peut être lancé sur un toit. Il va être trouvé quand? Peut-être jamais, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Alors, j'ai fait faire une fouille, une vérification de tous les toits, naturellement, du Walmart, du Belot en gros, des différents commerces d'alentour. On a vérifié tous les toits. Malheureusement, on n'a rien trouvé là-dedans. Et aussi, l'arme blanche. Un endroit pour se débarrasser d'une arme blanche qui est facile, qui est simple. C'est un trou d'homme, un puisard, un trou d'homme. Je veux dire, l'arme blanche passe facilement. Vous arrivez, vous laissez là-dedans. Puis quand est-ce qu'on va trouver l'arme blanche? Quand est-ce qu'on va pouvoir faire la relation que cette arme-là peut-être servait à un meurtre? Peut-être jamais. Alors là, mon partenaire, Donald Barron, là, avec l'École bleue de Saint-Léonard à l'époque, ils ont vérifié 26 trous d'hommes de tous les stationnements, du cheminement qu'il aurait pu arriver. Puis chaque trou d'homme a été vidé, a été naturellement regardé avec une pelle, avec un râteau, pour s'assurer qu'on n'avait rien là-dedans qui pouvait naturellement, ou même le trousseau de clés. Le trousseau de clés, on aurait pu trouver. Même les champs, les parcs et les boisés avoisinants n'ont pas échappé à l'examen minutieux des policiers, sous l'impulsion de Denis Renault. Les policiers du 54, moi, j'allais personnellement les rencontrer avec la photo de Reine. Je prenais 15-20 minutes pour sensibiliser mes collègues. Si le couteau avait été dans les champs que j'ai fait vérifier, si la sacoche avait été là, si le porte-monnaie avait été là, ou le trousseau de clés, on l'aurait trouvé. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Denis Renault a suivi en vain chacune des pistes qu'il a trouvées sur le terrain de l'assassinat de Reine. Il va maintenant lui falloir s'asseoir à son bureau et éplucher une multitude de dossiers. Dimanche, à Canal D. Fantôme chez les stars. Degré clinique. J'ai un... L'émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Dans
Dans un premier temps, Denis Renault a lavé de tout soupçon les premiers suspects de circonstance. Il s'est ensuite lancé à la recherche de témoins. Puis il a fait passer la scène du crime élargie au peigne fin. Il va maintenant aborder une deuxième étape de l'enquête. On a tout de suite, au début, pensé aussi à aller chercher, naturellement, une liste des gens en libération conditionnelle sur le territoire de Montréal cette fin de semaine-là. Et à notre grande surprise, on a eu une liste de plus de 1000 noms de personnes en libération conditionnelle. Donc, on a ciblé une quinzaine de noms qui étaient dans un périmètre d'environ 1 kilomètre. Et il y a un nom en particulier, un dénommé Desmarais à cette époque-là, qui, lui, avait des antécédents en pareille matière. En tout cas, le modus operandi avait une certaine ressemblance. Mais lui, je vous le dis, ce monsieur Desmarais-là avait un statut particulier. Le modus operandi ressemblait, lui aussi, c'était dans les centres d'achat, mais c'était dans la région nord de Montréal, c'était pas dans Montréal. Et de fil en aiguille, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple de l'éliminer complètement. Mais après plusieurs semaines d'enquête et de vérification, on l'a complètement éliminé de notre banque de suspects potentiels. Avec l'aide de collègues, Denis Renault va éplucher tous les dossiers plus ou moins récents des agresseurs sexuels connus de la métropole. Il n'y a pas beaucoup de résidences dans le secteur. C'est très commercial. Si on s'en va, il faut s'éloigner. Alors là, nous, avec la section des agressions sexuelles, on a travaillé fort, puis on n'a pas vraiment trouvé de délits similaires qui nous permettaient de faire avancer l'enquête. C'est quelqu'un de structuré, là. Structuré pour l'agression sexuelle. Oui, ça a mal reviré après, mais ça, il y a juste lui qui pourrait nous répondre. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Comment Reine s'est comportée? Mettons, si c'était un ancien élève, un exemple, là. Sauter son professeur, ça va pas bien, tu sais. Puis t'avais eu de l'admiration, peut-être, pour elle. Là, tu sais que tu viens de faire une gaffe, là. Et dedans, là, puis menotté, là. T'as un enlèvement. Là, tu vas être identifié. Là, ton programme vient de changer, là. Ton plan A ne marche plus, là. T'es rendu au plan B. Là, tu te défoules dessus. C'est ce que je pense. Quand t'analyses ça froidement, de la façon qu'elle est morte, tabarnouche, t'as une agressivité épouvantable. Elle ne serait pas soumise et, bon, ben, je parle pas, je crie pas, je fais rien, puis je laisse faire. Fait que l'attitude qu'elle a eue, c'est ça qui a probablement fait, qui a déclenché chez cet agresseur-là un acte qu'il a commis, qu'il voulait probablement pas commettre aussi, qui était le meurtre. En séquestrer, agresser quelqu'un et tuer une personne, il y a quand même une grosse marge là-dedans. Un suspect d'importance va éventuellement se pointer à l'horizon de Denis Renault. On a eu un deuxième, et on a eu une information aussi d'un autre qui venait de se faire arrêter avec un monsieur Duperron. Lui, on a eu une certaine frustration parce que, bon, à un moment donné, lui aussi, c'était assez spécial. Il attendait ses victimes près des véhicules, mais il menaçait les victimes, il les attachait, il faisait des attouchements. OK? Mais il laissait les victimes par la suite. Il quittait pas avec les victimes. Là. Il n'enlevait pas la victime puis le véhicule. Il a fait 2-3 actes comme ça, 2-3 délits comme ça. Et pour nous, naturellement, c'était intéressant. Denis Renault aura tôt fait de demander au suspect Duperron s'il consentirait à se soumettre au test du détecteur de mensonges, vu qu'il ne peut pas l'y obliger. Malheureusement, bon, on n'a plus jamais l'amené au test polygraphique. Et ça a été une frustration d'une certaine façon. C'est qu'il y avait eu une opération majeure à la colonne. Il était sous médication à vie. Si la personne est en douleur, on ne fait pas de test. La douleur et un test polygraphique ne vont pas main dans la main. La raison est très simple, c'est qu'un test polygraphique enregistre des réactions physiologiques. Et le polygraphiste ne pourra pas distinguer entre la douleur et le mensonge. Donc, on n'a jamais pu vraiment l'éliminer. J'ai encore un doute dans la tête. Le soupçon que Denis Renault entretient à l'égard du dénommé Duperron ne freine pas pour autant ses ardeurs. Il ne néglige aucun procédé et se met même en frais de faire affaire avec Ron McKay d'Ottawa, le fameux profileur de la GRC. Il faut savoir que le profilage criminel au Canada a débuté, en fait, a commencé à être pratiqué au début des années 90. Et M. Ron McKay de la GRC est un des 2 premiers profileurs canadiens à avoir été formé en profilage criminel. Donc, M. McKay était un des rares à l'époque qui pouvait offrir ce service-là. Alors, Ron est venu nous rencontrer à Montréal.
On est allé voir la scène ensemble. On l'a emmené aux mêmes heures. On a fait la scène, tout ça. Et là, il a dit, écoutez, c'est sûr qu'un profileur de tueur en série, il augmente beaucoup ses chances de profiler dans le sens que plus il y a de victimes, plus vous allez connaître, plus vous connaissez vos victimes, la victimologie, plus vous allez connaître possiblement le type d'agresseur que vous allez avoir. Mais quand vous avez un cas, seulement qu'un cas, il ne peut pas toujours être aussi précis qu'il voudrait. Naturellement, il n'est pas revenu avec des choses très précises, mais c'est sûr qu'on a eu... on avait affaire à un individu très émotionnel. Et en même temps, qui a gardé son sang-froid. Qui a quand même pris le temps, ce gars-là, ou en tout cas, de quitter tout bonnement la scène. Tout bonnement. Un vendredi soir, en plein Montréal. Denis Renaud ne néglige aucun procédé. Il décide de soumettre au détecteur de mensonges nul autre que le mari de la victime, Pierre Pagé. Alors, 6 mois après, là, je suis d'une déception maximum. Là, il m'explique le dossier, il était pas de même, puis tout ça, mais ils ont dit, on voudrait faire passer le détecteur de mensonges. Ah, paf. Puis, dis-toi, ah ouais, passez-moi ça. Dans ma tête, je me disais, hey, éliminez-moi, là, vous perdez du temps avec moi, là. Cherchez ailleurs. Mais non, durant 6 mois. Ils ont dû chercher ailleurs aussi, je ne sais pas. Mais ils ont perdu pareil, 6 mois de temps avec moi, là. Ils vont me dire où t'étais hier. Mais je vous l'ai dit, là. J'ai passé la soirée chez moi, puis j'ai eu une sortie à faire à la Caisse populaire. 2-3 minutes après, il dit, tu m'as menti. Pardon. J'ai dit, oh boy. Je dis, pardon. J'ai dit, tu m'as menti. Les questions que j'ai posées, il y a une des questions que tu m'as menti. Oh, j'ai dit, un problème. J'ai dit, moi, je n'ai pas menti. Ça, je le sais. Mais là, vous me dites que la machine, votre appareil, il y a un problème. Ou si c'est pas moi, c'est votre appareil. Monsieur Renaud, il rentre dans la salle avec le gros sourire, tous les deux. Ils me regardent, ils ont dit, OK, on dit, c'est pas toi. Là, je le regarde. Vous, 30 secondes avant, vous m'accusez de tout et mot. Là, il me répond, il dit, Monsieur Pagé, il dit, je voulais savoir si c'était vous. Il dit, maintenant, je le sais, c'est pas vous. Bon. Les semaines puis les mois finissent par passer sans que le meurtre de Reine-Lausière ne soit résolu. Denis Renaud n'allait pas baisser les bras pour autant. L'autre. Temps de recevoir les... Un concours. Denis Renaud. L'émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Reine-Lausière a été enlevée puis tuée au début de septembre 1995. Denis Renaud a consacré un temps et une énergie considérable à tenter de déchiffrer l'énigme de cet assassinat. Des mois plus tard, l'enquête piétine toujours. L'enquête Reine-Lausière, on ne peut pas en parler sans parler d'un indice qu'on avait sur la scène qui était un bouton. On a trouvé un bouton par terre, juste en face du siège du conducteur, qui était un bouton, en tout cas, que nous, on pense être un bouton de femme. On a consulté plusieurs experts, plusieurs compagnies. Un bouton rouge avec une espèce de couronne or alentour. On a fait des recherches énormes concernant ce bouton-là. Donc, on a conclu que c'était pas le bouton de la victime, que ça venait pas des filles non plus de la victime, puis que ça venait pas des collègues de travail de la victime. Maintenant, si on extrapole plus loin et qu'on apprend qu'elle allait faire, naturellement, laver la camionnette à l'occasion, alors là, j'ai pas pris de chance. On a fait tous les lave-autos de Montréal-Nord et même tous les fabricants de boutons qu'il y a à Montréal. On a vu des boutons de tous les sortes, puis on n'était pas capable d'en trouver un identique. Un an après l'assassinat de Rennes, Denis Renaud n'a toujours pas résolu l'énigme. Il décide alors de mettre les médias à contribution. Le meurtrier
Qu'est-il passé en cette soirée de septembre 1995 entre le moment où cette mère de famille, bonne mère de famille sans histoire, quitte le domicile familial pour faire des courses et le moment où le lendemain après-midi, elle est retrouvée poignardée dans sa fourgonnette? Là, je participe, moi, à la reconstitution dans le sens que je suis là pour, trouver une personne qui ressemble à Reine, puis pour démontrer. Puis la reconstitution s'est faite aux mêmes heures, au même endroit. Ce n'est que le lendemain après-midi que des membres de la famille trouveront le véhicule. À l'intérieur, Reine Lausière avait été menottée et poignardée dans le dos. Aucune empreinte, aucun mobile, aucun suspect. Quelques éléments pourraient aider à éclaircir le mystère. Les clés et le sac à main de Reine Lausière n'ont jamais été retrouvés et on n'a jamais pu s'expliquer la présence ou l'origine de ce bouton près du siège du conducteur. Cette entrevue-là a eu lieu 1 an après le décès. C'était quand même très récent encore. Et j'ai trouvé ça très difficile de m'adresser à la caméra pour ça parce que on a quand même le sentiment qu'on s'adresse vraiment à l'assassin, même si on n'est pas certain qu'il nous écoute. Et surtout, qu'il comprend le message, s'il est à l'écoute. Mais moi, je vis dans l'espoir qu'on retrouve le coupable, celui qui a fait ça, pour pas qu'il fasse ça à d'autres victimes, pour pas qu'il y ait d'autres victimes. Parce que ça a fait mal à moi, ça fait mal à ma famille, puis je veux pas que ça fasse mal à d'autres. Toutes les victimes, naturellement, les familles des victimes, que ce soit le mari, le père, le fils, les sœurs, les belles-sœurs, on devrait tous être capables un jour de faire notre deuil puis de savoir comment et qui a fait l'acte. J'aimerais ça m'adresser à la personne qui a pu commettre ce crime-là. Dis-toi que tu n'as pas seulement fait du mal à ma mère, tu m'as pas seulement fait du mal à moi, mais dis-toi que tu te fais du mal à toi. À la grande déception des Pagés, cet appel à l'aide ne donne aucun résultat. Denis Renault, lui, n'abandonnera pas la lutte. Près de 4 ans après les faits, en avril 1999, il organise ce qu'il appellera une journée mystère Reine Lausière. On a invité des enquêteurs, des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, des crimes contre la personne de Laval, des crimes contre la personne de la Rive-Sud. Naturellement, les enquêteurs des homicides chez nous qui étaient disponibles et des agressions sexuelles. Puis malheureusement, toute cette journée-là, avec la plénière à la fin, il est sorti des petites choses là, qui étaient rien d'important. Puis malheureusement, ça l'a pas emmené d'eau au moulin encore. 4 ans plus tard, Denis Renault y va d'une autre action. Nous arrivons en 2003 et moi, je planifiais ma retraite pour 2004. Donc, ça faisait 10 ans que j'étais à la section des homicides. Et là, j'ai toujours le dossier de Reine qui est toujours près de mon bureau. Donc, j'ai eu le dossier continuellement pendant toutes les années que j'étais là. Et alors, à un moment donné, j'ai dit, je peux pas quitter, moi, sans tenter une dernière chance dans ce dossier-là. C'est ainsi que Denis Renault convainc les gens de TQS de rappeler les circonstances de l'affaire. On a fait une reconstitution, on m'a interviewé dans le dossier, on s'attendait à avoir plusieurs appels. Et là, naturellement, le dossier a été diffusé plusieurs fois, tout ça, et il n'est rentré que 3 appels. Une dame contacte Denis Renault et lui raconte qu'à la même époque que l'assassinat de Reine, un soir de l'automne 1995, elle sort de la pharmacie du centre Langelier, et là, un type qu'elle a croisé une semaine plus tôt surgit et tente de l'amener à bord de son véhicule. Elle réussit à l'en empêcher, puis il quitte en vitesse. 8 ans ont passé. Elle a un souvenir très vague du physique de l'inconnu. Denis Renault la fera mettre sous hypnose, mais rien de précis n'en sortira. C'est malheureux qu'après tant d'années, on n'ait pas pu solutionner le dossier. Puis je me dis que je lance pas la serviette dans ce sens qu'il pourrait avoir une information quelconque d'ici 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas, qui pourrait permettre de fermer ce dossier-là et de permettre à la famille Lausière-Pagé de dire ou de connaître vraiment le qui et le pourquoi. J'espère qu'un jour, on va avoir la vérité. C'est ce qu'on espère encore. Peut-être que cette personne-là a commis d'autres crimes, peut-être encore plus odieux que celui qui a été commis. C'est ça, en fait, que je pense qui nous fait vivre la colère. Je suis dû pour savoir qui a fait ça. Je le souhaite. Je le souhaite qu'on trouve.